Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce dernier épisode de l'actualité sociale du premier semestre 2023. On est réunis aujourd'hui, comme d'habitude, avec Fabrice et Coralie pour cette actualité. Je vais laisser Fabrice et Coralie peut-être se présenter, après on présentera Quick MS rapidement et on démarre sur l'actualité sociale. Très bien. Je laisse Coralie parler, parce qu'elle le fait très bien pour présenter Capstan. Il me cède la main, n'est-ce pas? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents ce week-end qui aurait pu être un week-end prolongé. Mais vous ne louperez pas la brillante actualité sociale qu'on a préparée, qu'on a concoctée pour vous. Alors, le cabinet Capstan, en 3 mots, comme on a l'habitude maintenant d'échanger ensemble, c'est une panoplie d'experts en droit social. Que l'on soit associé ou collaborateur, on est tous spécialisés en droit social, ce qui signifie qu'on ne fait que ça au quotidien, en vous conseillant, vous défendant. De plus en plus aussi, on développe la branche audit. Ça, c'est une activité qui prend pas mal de temps et qui protège aussi vos intérêts, que vous soyez en vendeur ou en acquéreur d'une société. Et puis, au-delà, on peut aussi vous accompagner dans le cadre de formations en présence ou à distance pour vos services RH, si vous voulez tout simplement, en fonction de votre secteur d'activité, être accompagné de manière spécifique. Alors moi, je me contenterai de dire bonjour. Bonjour à tous, puisque Coralie a présenté brillamment et a tout dit concernant le cabinet Capstan, qui est effectivement votre partenaire dans tous les aspects du droit du travail au quotidien, comme Coralie vient de le détailler. Eh bien, merci à tous les deux. Petite présentation de Quick MS. Du coup, on est une start-up, on a été créé en 2018 et notre objectif, c'est d'être le meilleur assistant que vous ayez jamais eu, le meilleur assistant RH. Et pour ce faire, on a 2 logiciels. Un premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui permet d'automatiser les rapports légaux, notamment la BDESE, les index hommes-femmes, etc. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Crew et qui permet de digitaliser les entretiens, ça automatise les campagnes aussi. Et voilà pour la petite présentation. Je vais partager le document et pendant que je partage le document, je vous fais juste un petit récapitulatif des petites règles. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas à droite dans l'onglet questions. Et si vous avez juste des remarques à faire ou quoi que ce soit, il y a l'onglet chat qui est bien évidemment ouvert pour toute remarque. Et bien, c'est parti pour l'actualité sociale. Est-ce que vous voyez bien mon écran? On voit bien ton écran. Allez, ben c'est parti alors. Et je prends la parole. Je prends la parole pour vous présenter cet arrêt, puisqu'il n'y en a qu'un seul, même s'il a 2 apports, du 28 juin 2023. Donc dans cet arrêt, il y a 2 sujets qui sont à noter. Premier sujet, comme vous pouvez le lire sur le support, concernant la charge de la preuve finalement de l'absence de lien entre la demande d'organisation des élections et un licenciement. Je développe ce premier rapport de cet arrêt du 28 juin 2023. Dans cet arrêt, que je synthétise au maximum, un salarié faisait grief, contestait son licenciement, il faisait grief à l'entreprise de son licenciement en estimant qu'il était nul, au prétexte que ce licenciement était intervenu dès lors qu'il avait sollicité l'organisation d'élections du CSE. Donc, la question de la charge de la preuve de ce caractère finalement discriminatoire du licenciement s'est posée devant la Cour de cassation. Dans cette affaire où il y a un élément qui ressort de la lecture de l'arrêt, qui semble avoir été retenu par les juges, c'est que le licenciement a été considéré comme sans cause réelle et sérieuse. C'est un point de départ, puisque c'est sur la base de ce point de départ que la Cour de cassation va nous dire que à partir du moment où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, eh bien, il appartient à l'employeur, dans un contexte comme celui de ce dossier, de démontrer l'absence de lien entre la demande du salarié d'organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé. Et elle sanctionne la Cour d'appel qui avait raisonné à l'inverse,
en disant que c'était au salarié finalement d'apporter des éléments pour soutenir sa demande. Donc ce point, il est important. Il touche ici à une notion relative aux élections, en l'occurrence donc la demande d'organisation des élections, mais il est très important pour la stratégie judiciaire, puisque ce qu'il faut en retenir, c'est que donc dans ce type d'hypothèse, à partir du moment, c'est en tout cas ce qui ressort de cet arrêt, où on part du postulat que le juge retient que le licenciement est dénué de fondement, c'est-à-dire qu'il semble quand même, alors je le dis comme ça parce que ce n'est pas d'une clarté absolue à la lecture de l'arrêt, il semble quand même qu'il y ait une analyse par les juges du fond, les juges de la Cour d'appel, du motif, de la raison de licenciement, qui n'est pas explicité dans l'arrêt de la Cour de cassation, qu'ils aient considéré que ce motif n'était pas fondé, et du coup, d'après la Cour de cassation, il appartenait alors à l'employeur de supporter la charge de la preuve de l'absence de lien entre ce licenciement et la demande du salarié d'organiser les élections professionnelles. Donc voilà, un premier rapport qui est sur la charge de la preuve, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de discrimination, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de lien avec la demande d'organisation des élections. C'est un premier point, une première idée que l'on trouve dans cet arrêt de la Cour de cassation. Deuxième élément que vous pouvez lire sur le support, l'absence de mise en place des IRP cause un préjudice aux salariés. Alors effectivement, c'était un deuxième grief qui était fait dans ce dossier à l'employeur. Le salarié soutenait une demande de dommages et intérêts au prétexte d'un préjudice lié à l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, donc du CSE. La réponse n'était pas évidente. La Cour de cassation considère qu'il y a un préjudice indemnisable. Elle dit plus précisément qu'il ressort d'une combinaison de textes du Code du travail que je ne citerai pas en particulier, sauf à noter qu'il y a quand même une référence au préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie en droit français de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Donc ça veut dire que la Cour de cassation tire son raisonnement très loin, elle va dans la Constitution, pour dire qu'il y a une faute de l'employeur qui cause un préjudice au salarié s'il ne met pas en place les institutions représentatives du personnel, sans évidemment qu'il y ait une carence licite, c'est-à-dire on a organisé les élections et il y a une carence de candidature. Ça serait une autre hypothèse. Mais dès lors qu'il y a une faute de l'employeur de ne pas avoir organisé ces élections, la Cour de cassation considère que le fait pour l'employeur d'avoir commis cette faute cause un préjudice au salarié. Je disais un instant que ce n'était pas une solution évidente, en faisant référence à une jurisprudence qui existe depuis 2016 en matière sociale, qui est revenue sur ce qui existait avant, à savoir la notion de préjudice nécessaire. Avant 2016, il y avait des préjudices nécessaires, c'est-à-dire que la Cour de cassation considérait que dans certains cas, il y avait nécessairement un préjudice sans que le salarié ait à justifier de ce préjudice. Il y avait nécessairement un préjudice indemnisable. Depuis 2016, on est revenu là-dessus. La Cour de cassation est partie dans l'autre sens, en revenant en fait à la base du droit civil, qu'à mon sens, on devrait appliquer de toute façon en droit du travail, à savoir que pour qu'il y ait une indemnisation, encore faut-il qu'il y ait la justification d'un préjudice, d'un quantum à indemniser. J'évoque ça parce que cet arrêt que je présente s'inscrit dans une série de quelques autres arrêts sur d'autres sujets où on commence à voir un retour de l'idée du préjudice automatique. Alors, la Cour de cassation n'utilise pas le terme de préjudice nécessaire ou tout autre thème comparable comme celui de préjudice automatique que j'évoque, mais finalement, il y a quand même un peu cette idée-là, clairement, dans cet arrêt, qu'il y a nécessairement, je reprends à dessein ce terme-là, une faute de l'employeur qui cause un préjudice au salarié, même si la Cour de cassation ne le dit pas comme ça. Et donc, j'ai le sentiment qu'on commence à revenir au niveau de la Cour de cassation sur la jurisprudence de 2016. Ça veut dire que, attention, probablement que dans les mois qui viennent, il va y avoir un affaiblissement de l'argumentaire qu'on peut évoquer devant les conseils de prud'homme, tendant à dire qu'il appartient au salarié de prouver un préjudice. En tout cas, la Cour de cassation, dans cet arrêt, nous dit que ça n'est pas le cas pour le défaut de mise en place des IRP. Le salarié n'a pas à justifier d'un préjudice particulier et de son montant. Il y a forcément un préjudice à indemniser. Est-ce qu'il y a des questions sur les apports de ce premier arrêt ? Alors oui, il y en a une. Est-ce que la mise en avant précise des fautes du salarié licencié peuvent constituer une preuve
pour prouver l'absence de lien? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'arrêt ne nous donne pas de détails sur les faits qui étaient reprochés au salarié. On sait juste que c'était une faute grave. Ça, c'est la qualification du licenciement, mais on ne connaît pas les détails à la lecture de l'arrêt. Cependant, quand on le lit, effectivement, on a le sentiment, en tout cas j'ai eu le sentiment, que l'analyse aurait pu être différente si le licenciement avait été causé, parce que je pense que ça aurait sous-entendu qu'il n'y aurait pas forcément eu de discrimination, et donc on n'aurait pas rejeté la charge de la preuve de l'absence de discrimination à l'employeur si le licenciement avait été causé, parce que si le licenciement avait été causé, ça aurait voulu dire que les juges estimaient que l'employeur avait eu raison de licencier. Donc on n'allait pas plus loin dans l'analyse. Alors il y avait nécessairement une raison d'évoquer dans la lettre. On ne la connaît pas à la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation. Il y en a forcément une. Mais par contre, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, d'après la Cour de cassation, si le juge considère que cette raison ne justifie pas le licenciement, alors se pose la question de la charge de la preuve, dont on nous dit que c'est l'employeur qui a la charge de prouver l'absence de lien, en l'occurrence avec la demande d'organiser les élections. Donc oui, probablement que si les juges du fond avaient estimé que le licenciement était causé, probablement qu'en fait on ne serait pas allé plus loin dans l'analyse. Okay. On se serait arrêté là, probablement. Okay. Ça marche. On avait une autre question que tu as répondu dans tu l'as donnée dans ta réponse. Voilà, donc c'est bon. Je pense qu'on peut passer à l'arrêt suivant. Oui. Allez. Arrêt intéressant qui met en lumière la liberté fondamentale de témoigner d'un salarié, qui plus est un salarié qui fait toujours partie de l'entreprise lorsqu'il témoigne en faveur d'un salarié qui s'est fait licencier. Donc la question est claire ici, est-ce que l'employeur peut licencier un salarié sur la base d'une attestation au contenu mensonger? Sur le principe, on serait tous clairs pour dire que non, on ne peut pas licencier un salarié sur la base du fait qu'il aurait témoigné contre son propre employeur. Par contre, l'apport de l'arrêt ici est très clair, en ce que la Cour de cassation pose l'apport en disant finalement le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation serait atteinte de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, mauvaise foi qui doit être nécessairement marquée par la connaissance du témoin la connaissance qu'il avait de la fausseté des faits relatés. Pour entrer un petit peu dans le détail, ici, finalement, l'employeur, il avait licencié une salariée qui occupait un poste à responsabilité. Elle était manager d'une équipe et elle avait établi un rapport détaillé pour évoquer certaines difficultés, certains comportements qu'elle rencontrait avec des collaborateurs, comportements qu'elle avait catégorisés comme nuisant à l'ambiance de l'équipe et plus largement au bon fonctionnement du magasin. Elle indiquait que plusieurs des salariés refusaient par exemple de commencer à l'heure ou de finir à l'heure prévue. Elle indiquait aussi qu'il y avait une ambiance glaciale, pas de sourire, pas de dialogue, enfin des attitudes qui, pour elle, dépassaient un manque criant de professionnalisme. Le rapport était très détaillé. Pour autant, quelques mois après, cette salariée remet l'un des salariés dont elle avait critiqué l'attitude, elle lui remet une attestation. Ce salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et elle, dans le cadre de son témoignage, elle indique que ce salarié n'a commis aucune faute grave pendant son activité en magasin. Et qu'en tout état de cause, les accusations qui étaient portées contre lui ne sont pas justifiées. C'est vraiment ce qu'elle indique. Elle indique aussi que c'est un vendeur exemplaire. Enfin, vous avez compris qu'il y a vraiment un fossé entre le rapport qu'elle avait très détaillé, notamment à l'encontre de ce salarié, et l'attestation qu'elle remet pour permettre à ce salarié d'être en capacité aussi de critiquer la procédure de licenciement dans le cadre de son action judiciaire. Donc, la question a été d'autant plus intéressante que finalement ici, la Cour d'appel a suivi le raisonnement de l'employeur en considérant effectivement que sur le principe, dès lors que la salariée relatait des faits avec des propos mensongers, il était naturel et justifié que son licenciement soit mis en œuvre. Là où, au contraire,
la Cour de cassation casse l'arrêt en indiquant que les juges du fond n'ont pas constaté le bien fondé des griefs qu'elle a énoncés dans son rapport et que par voie de conséquence, on utilise des motifs impropres à caractériser la connaissance que cette salariée avait de la fausseté des faits relatés. Donc, de deux choses l'une, soit effectivement on est face à un rapport avec des éléments que l'employeur est en capacité de prouver pour légitimer, appuyer la procédure de licenciement qu'il aura mise en œuvre contre le témoin, pour dire finalement, sur la base du rapport, elle savait parfaitement ce qui en était, c'est elle-même qui a fait remonter ses difficultés, qu'aujourd'hui elle témoigne contre nous pour des faits de même nature, c'est assez surprenant. Mais là, en l'occurrence, la Cour de cassation, pour casser l'arrêt, elle a simplement fait le travail analytique de dire le juge du fond ne s'est pas assuré du bien fondé des griefs que cette salariée avait énoncés dans le rapport. Donc, à en tenir compte, parce que c'est, à mon sens, pas souvent qu'on a des arrêts sur cette thématique, puisqu'on considère, et c'est toujours rappelé dans les arrêts, que témoigner est une liberté fondamentale, mais attention en pratique lorsque le licenciement n'est fondé que sur ce motif-là. Voilà pour cet arrêt. Eh bien, merci beaucoup, Coralie. Je pense que c'était très clair puisque nous n'avons pas de questions. On passe au prochain arrêt. Fabrice, je pense que c'est à toi. Tout à fait, je rallume mon micro, je ne souhaitais pas déranger Coralie. Donc effectivement, cet arrêt aussi du 28 juin 2023, mais c'est un autre arrêt, qui porte sur un sujet totalement différent de ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque là, en fait, il est question du délai de communication de l'ordre du jour au CSE. Alors, le dossier était un petit peu particulier, l'argumentaire en tout cas développé est un petit peu particulier, puisqu'il se trouve que dans cet arrêt, il était question donc de la transmission de l'ordre du jour au CSE moins de 3 jours avant la réunion. Vous savez probablement que c'est ce que prévoit le Code du travail, ce délai de 3 jours de transmission. Et c'est vrai que quand on regarde le Code du travail, eh bien, l'article en la matière nous indique que c'est le président, vous allez comprendre après pourquoi je dis ça, le président du CSE, donc finalement l'employeur ou son représentant, qui transmet l'ordre du jour au moins 3 jours avant la réunion. Cette lettre-là, elle va être lue par la Cour de cassation dans ce dossier donc où il y avait un argumentaire développé par l'employeur, c'est-à-dire par le président du CSE, qui a tenté de faire tomber ainsi la résolution sur un droit d'alerte économique prise par un CSE lors de cette réunion, sur un ordre du jour transmis moins de 3 jours avant par le secrétaire du CSE, c'est-à-dire finalement à travers lui, par les élus. Donc l'employeur, le représentant du CSE, le représentant de l'employeur, pardon, au CSE, disait le délai de 3 jours n'a pas été respecté, donc la résolution est irrégulière, donc pas de droit d'alerte économique. La Cour de cassation balaye l'argument, puisque donc le président du CSE avait refusé l'inscription à l'ordre du jour, mais il y avait quand même eu un vote déclenchant le droit d'alerte économique. Et donc la Cour de cassation balaye l'argument en disant qu'effectivement, cette règle ne peut être évoquée que par les élus. Plus précisément, il est indiqué que seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt. Alors, c'est une notion importante à connaître. Donc, comme je vous disais, le texte, quand on le reprend effectivement, dit « le président transmet l'ordre du jour dans ce délai de 3 jours que j'évoque », ce qui déjà souligne que c'est une règle qui s'oppose, qui s'impose surtout au président. Et que donc, c'est à lui qu'on peut reprocher de ne pas l'avoir fait. Là, ce n'était pas le président, puisque c'était donc le secrétaire. Et surtout, il y a cette notion d'instaurer dans leur intérêt, qui est évoquée par la Cour de cassation à propos de cette règle, qui fait penser à ce qu'on appelle en droit à de la nullité relative. C'est-à-dire qu'il y a certaines règles où seule l'une des parties peut évoquer pour aboutir à une nullité. Ça me fait penser effectivement à cette notion-là, parce que c'est une règle
instauré d'après la Cour de cassation uniquement dans l'intérêt de l'une des parties, en l'occurrence ici la délégation élue du personnel, et donc il n'y a que cette partie qui peut se prévaloir de cette règle. Donc à retenir, vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'il y a des délibérations de CSE prises sur un ordre du jour à l'initiative des élus qui n'auraient pas respecté ces 3 jours, vous ne pouvez pas imaginer faire ce qu'a tenté de faire cet employeur en assignant devant le tribunal pour obtenir l'annulation de la délibération au prétexte du non-respect des 3 jours. Ce n'est pas une règle qui a été instaurée au bénéfice de l'employeur, donc l'employeur ne peut pas l'évoquer à son bénéfice. Voilà l'apport de cet arrêt du 28 juin 2023. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non. Non, il n'y a pas de questions. Allez, on enchaîne sur le prochain arrêt, Coralie. Allez, prochain arrêt qui concerne l'usage en entreprise. Alors, la question ici était celle de savoir si un usage peut être reconnu lorsqu'il bénéficie à un seul salarié. Arrêt très éclairant, pour le coup, que vient de rendre la Cour de cassation, éclairant et précisant, si j'ai envie de dire, parce que la Cour de cassation prend soin de rappeler les caractéristiques de l'usage et la force obligatoire qui en découle lorsque l'intégralité des caractères que je vais développer sont réunis. Pour mémoire et rappel, l'usage n'a pas de définition légale, puisque aucun article du Code du travail n'en propose. On définit l'usage comme étant un droit que l'employeur accorde de manière unilatérale et implicite aux salariés, sans que du coup ni la loi, ni la convention collective, ni les accords collectifs ne lui imposent. Alors bien souvent, on nous demande la distinction entre l'engagement unilatéral de l'usage. Classiquement, on retrouve dans les décisions de justice, en tout cas la jurisprudence assimile le régime juridique des engagements unilatéraux de l'employeur à celui des usages. Toutefois, la différence réside dans le fait que, au travers de ces 2 normes, l'engagement unilatéral émane d'une décision explicite de l'employeur, là où pour l'usage, elle ne découle que d'une volonté implicite de l'employeur, volonté de l'employeur laissant découler le fait qu'il instaure une certaine pratique dans l'entreprise. La force obligatoire de l'usage, on la connaît forcément, tant que l'usage n'est pas régulièrement dénoncé, eh bien, il s'impose à l'employeur au même titre qu'un accord collectif de travail ou un contrat de travail. On en vient au niveau des caractéristiques de l'usage que rappelle ici la Cour de cassation, puisqu'elle prend soin d'indiquer que les usages sont caractérisés par la réunion de 3 caractères, que sont la généralité, la fixité et la constance de l'avantage reconnu aux salariés. Et de manière plus détaillée, le projecteur est tourné sur le caractère de généralité, puisqu'ici, l'employeur, pour s'opposer à la demande du salarié qui avait formulé une demande de rappel de prime, parce qu'il a formulé plusieurs rappels de prime, l'employeur, pour s'y opposer, avait fait valoir que l'usage d'entreprise ne peut être caractérisé que s'il est constaté l'octroi d'un avantage de manière du coup générale, fixe et constante. Ici, il dit que ce n'est pas le cas, puisque le versement de l'avantage est fait de manière individuelle, puisqu'il ne concernait qu'un seul salarié, ce qui, selon lui, permet de ne pas constituer un usage. Sauf que la Cour de cassation, elle rejette l'argumentation de l'employeur et elle répond de manière très simple en disant que dans la mesure où seul ce salarié était concerné et occupait un emploi d'une catégorie de personnel, ce n'était du coup que celui-ci qui pouvait obtenir les primes en question. On ne pouvait pas s'affranchir du caractère obligatoire de l'usage et que le critère de généralité était rempli. Donc oui, en réponse à la question posée, un usage peut être reconnu même lorsqu'il ne bénéficie qu'à un seul salarié relevant d'une catégorie de personnel. Voilà pour cet arrêt. Eh bien, merci beaucoup, Coralie.
Le prochain arrêt, Fabrice, je te laisse. Il n'y a pas eu de questions, donc on enchaîne. Hein. Très bien, enchaînons. Donc, encore un arrêt du 28 juin, ça a été une belle journée pour la Cour de cassation, sur la notion d'entité économique autonome. Alors, cette notion, vous la connaissez probablement, c'est la notion de droit qui porte, qui est liée à l'application de l'article 1224.1 du Code du travail, qui est probablement l'article le plus commenté du Code du travail et qui a donné lieu à le plus de jurisprudence. C'est l'arrêt qui aboutit au transfert, et c'est une règle d'ordre public, au transfert des contrats de travail entre, alors je reprends exprès ce terme, entité économique autonome, par effet donc de la loi. On a des exemples assez courants de l'application de cette règle, notamment en cas d'acquisition d'un fonds de commerce, par exemple. C'est une entité économique autonome poursuivant son activité, et donc par effet de l'article 1224.1, les salariés attachés au fonds de commerce sont transférés à l'acquéreur du fonds de commerce par effet de la loi. Donc, pour l'application de cet article, il y a énormément de débats sur cette notion d'entité économique autonome. On a déjà dans la jurisprudence des éléments qui viennent dire que cette entité économique autonome peut exister et n'est pas liée au fait qu'il y ait un contrat entre repreneurs d'une entité et cédant ou la personne qui arrête d'exploiter cette entité. Cet arrêt du 28 juin apporte un autre élément à cette construction jurisprudentielle dans une affaire où ça concernait le groupe Intel, pour ne pas le nommer, qui a procédé en 2016 et en 2017 à une restructuration de son organisation. Dans le cadre de cette réorganisation, Intel a transféré l'activité recherche et développement de logiciels embarqués, pour être précis, de deux sociétés, une société IMC et une société Intel Corp, vers une nouvelle société qui s'appelait Newco. Et donc, les salariés de ces deux sociétés ont actionné devant le juge prud'homal, probablement, j'imagine, à la lecture de l'arrêt, mécontents de leur sort dans la nouvelle société et de l'évolution du groupe, probablement mécontents aussi du fait qu'ils ne bénéficiaient pas du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été mis en place par ailleurs dans le cadre de la réorganisation, ont souhaité probablement, de ce que je comprends, aboutir à une rupture avec des indemnités plutôt que de poursuivre leur contrat de travail. Et donc, ils ont soutenu qu'on n'était pas dans un cas d'application de 1224.1, notamment en soutenant l'idée, alors évidemment avec une terminologie juridique plus précise que ce que je synthétise aujourd'hui, mais en soutenant l'idée qu'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas être dans un cadre de 1224.1 à partir du moment en fait, où on parle de deux sociétés, et que deux sociétés différentes, de structures différentes, ne peuvent pas constituer ensemble une entité économique autonome. Et donc, il n'y aurait pas eu lieu à l'application de 1224.1 et donc au transfert de leur contrat de travail à la nouvelle société Newco. La Cour de cassation ne le voit pas ainsi. Elle repart de la lecture de cet article 1224.1 du Code du travail, interprété à la lumière du droit européen, et en déduit que l'existence d'une entité économique autonome, vous observerez d'ailleurs que la loi ne parle pas de société, par exemple, mais de cette notion très particulière d'entité économique autonome, est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique, en sorte qu'une entité économique autonome, au sens des dispositions légales, peut résulter de deux parties d'entreprises distinctes d'un même groupe. En fait, ce que dit la Cour de cassation, c'est que finalement, peu importe le droit des sociétés, peu importe que l'entité économique autonome soit décomposée en plusieurs sociétés, cela n'empêche pas en soi la constatation d'une entité économique autonome, et donc l'application de 1224.1, dès lors que tout ça poursuit un même but, un même objectif, et c'était le cas ici, puisque ces deux sociétés initiales portaient, même si c'était réparti pour des éléments qui m'échappent, que je n'ai pas à la lecture de l'arrêt, même si c'est donc deux structures qui portaient une activité de recherche et de développement, et il n'en demeure pas moins que c'était bien la même activité, le même objectif économique, et donc peu importe que ce soit séparé en plusieurs sociétés. Donc c'est un apport important que cet arrêt nous amène, puisqu'il participe, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la construction jurisprudentielle autour de cet article 1224.1. Donc à retenir, finalement,
peu importe le droit des sociétés. Une entité économique autonome entraînant l'obligation d'appliquer 1224.1, eh bien, elle peut exister, cette entité autonome, même si à la base, il y a plusieurs sociétés. Ce qu'il faut en fait regarder, c'est si l'activité est un ensemble autonome, poursuivant un but économique propre. À ce moment-là, on peut être dans un cas d'application de 1224.1. Alors, c'est important de le savoir parce que c'est souvent très compliqué en pratique, où les choses sont beaucoup plus complexes qu'en théorie. C'est très compliqué dans certains dossiers de déterminer s'il y a ou pas entité économique autonome. Et tout le dossier peut basculer autour de cette analyse, puisque si on répond qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de transfert obligatoire des contrats de travail. Si on répond qu'il y en a une, il y a des transferts obligatoires du contrat de travail. Donc les enjeux sont très importants autour de cette notion. Donc voilà, un apport important sur cette notion d'entité économique autonome qui est totalement déconnectée du droit des sociétés et de la structuration du droit des sociétés. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Alors non, il n'y a pas eu de questions. Du coup, on passe au dernier arrêt. Coralie, je te laisse la main. Dernière décision. Rien de trop nouveau sous le soleil en ce qui concerne le harcèlement moral qui a toujours le vent en poupe au sein de nos juridictions. Mais un rappel tout de même que la Cour de cassation fait ici, donc en ce qui concerne le cadre qui renvoie au régime probatoire lorsque le salarié s'estime victime de faits, d'agissements, de harcèlement moral. Alors, ça nous ramène aux premiers arrêts, notamment de 2008. Il y avait toute une série d'arrêts qui avaient été rendus en 2008. Qui concernait bien évidemment à l'unanimité des faits de harcèlement, et la Cour de cassation avait fixé le cadre en indiquant que le régime probatoire se déclinait en 3 phases. 3 phases avec bien évidemment le rappel que le harcèlement moral suppose pour être caractérisé des agissements répétés et que par voie de conséquence, un acte isolé ne pourra jamais relever de cette qualification. Sur les règles de preuve, je vous renvoie à la lecture de l'article L1154-1 qui prévoit que la partie qui s'estime victime d'une situation de harcèlement moral doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Et en partant de cet article, la Cour de cassation fixe le cadre, le régime probatoire, en indiquant dans cet arrêt que c'est tout d'abord au salarié d'établir les faits de manière précise et de manière concordante, permettant de présumer justement l'existence d'un harcèlement moral. Dans un second temps, une fois que cette matérialité est établie, que le juge doit prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Et là, la Cour de cassation, elle rentre un peu dans le détail en indiquant que le juge doit examiner l'ensemble des documents en tenant compte notamment des documents médicaux. Ça, c'est le point qui est précisé ici, même si, encore une fois, on s'en doute. Et dans un troisième temps, s'il y a présomption de harcèlement, alors l'employeur doit apporter la preuve contraire, c'est-à-dire qu'il doit démontrer que les faits invoqués par le salarié peuvent s'expliquer par des éléments objectifs et qui restent du coup étrangers à tout harcèlement. Alors, jusque-là, on a un petit peu l'éclairage jurisprudentiel puisque depuis la réforme avec le barème Macron, finalement, on voit dans les contentieux énormément de demandes provenant d'un prétendu harcèlement moral. Alors, tantôt, on le voit dans le cadre directement de la contestation de licenciement. Le salarié soutient que finalement, les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont un prétexte pour évincer le salarié et qu'en réalité, il faisait l'objet de harcèlement et que, en pratique, le salarié demande la requalification, enfin, en tout cas, il vise la nullité du licenciement pour obtenir une plus grande proportion en termes de dommages et intérêts. Mais c'est bien arrivé aussi dans les dossiers que nous, on a à traiter, de voir 2 demandes distinctes visant directement le harcèlement moral, par le biais de la contestation du licenciement, faisant valoir que c'est un licenciement nul et qu'en réalité, il a été l'objet il a été victime de faits de harcèlement moral. Et au-delà de la contestation du licenciement, le salarié formule une demande en termes de dommages et intérêts
en visant le harcèlement moral. Sauf qu'en pratique, ce que fait le salarié, c'est de passer par le même type d'argumentation pour obtenir une double indemnisation. Donc ça, pour le coup, il faut effectivement rester vigilant. Maintenant, en pratique, pour que vous, employeurs, vous puissiez démontrer qu'il n'y a absolument pas de harcèlement moral et que les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont pleinement justifiés et caractérisés. En pratique, lorsque il y a eu un signalement par le salarié en question, par un autre salarié, où c'est déjà arrivé qu'il y ait une lettre anonyme faisant état d'agissement de harcèlement moral à l'encontre d'un salarié, en pratique, il ne faut pas ne pas y répondre. Bien souvent, on nous dit, oui, mais de toutes les manières, le médecin du travail ne nous a pas saisis, le CSE n'a pas été alerté par le salarié qui s'estime victime. Oui, mais dès lors que vous avez eu un signalement, c'est à vous, employeur, vis-à-vis de votre obligation de sécurité, de ne pas rester passif. Et de deux choses l'une, vous pouvez mettre en œuvre une enquête interne, et au-delà, mobiliser le CSE, vous rapprocher du médecin du travail. On ne pourra, dans le cadre d'un contentieux, pas vous faire le reproche que vous n'avez rien fait, alors que le signalement vous avait été donné. Et par rapport à l'enquête interne, il y a une décision plutôt récente de 2019, justement, qui fait le rapprochement avec le fait que le salarié n'avait rien fait, alors l'employeur, n'avait rien fait pour prévenir le risque et surtout s'assurer que le salarié qui s'était plaint n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement moral. Il s'était abstenu en fait d'ouvrir une enquête. Et dans cet arrêt de 2019, il a été condamné à payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Donc, c'est vraiment une chose à prendre au sérieux en termes de diligence lorsqu'un signalement est fait par le salarié ou par un tiers, et notamment lorsque provient sur votre bureau une lettre anonyme aussi. Voilà pour cet arrêt. Eh bien, merci beaucoup, Coralie. On est à la fin de ce webinaire. Il n'y a pas eu de questions. Du coup, on voulait vous souhaiter un bel été et on se retrouve le 21 septembre pour un nouveau webinaire. Juste pour information, si vous recevez l'actualité sociale et si vous êtes abonné, vous continuerez à la recevoir jusqu'au 29 juillet. Après, on fait une pause les 3 premières semaines d'août et on reprendra en fonction de l'actualité juridique à la fin du mois d'août. Voilà. Oui. Écoutez, passez un bel été. Tout à fait. Alors, juste, je me permets, oui, effectivement, parce que la Cour de cassation part en vacances aussi, donc on aura beaucoup moins de choses à vous dire. Voilà, je voulais juste effectivement souhaiter de bonnes vacances à tous. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas, quickms@capstan.fr et on vous accompagnera. Et moi, je rajouterais, il ne faut pas attendre d'avoir un souci pour préserver sa sérénité du quotidien. Voilà. C'était l'instant pub. Bonnes vacances, bel été et à la rentrée en forme. Allez, belles vacances à tous. Au revoir. Au revoir.